Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 75 qui va être chargé. Les cryptos sont-elles en danger? C'est la guerre totale, la SEC attaque de tous les côtés, gros dump des altcoins ce week-end. En plus de ça, dans l'actualité crypto, nous avons une semaine qui va être très chargée avec pas mal d'indicateurs économiques qui vont tomber. Outre l'actualité, nous allons avoir nos pre-sales, mise à jour de nos pre-sales. Est-ce que toute cette agitation va se refléter dans les pre-sales? Et bien évidemment, nous verrons également les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, etc. C'est chargé, il faut faire ça en peu de temps. Je vous propose de démarrer maintenant. C'est parti. Je débute avec l'analyse de la journée du 11 juin 2023 qui s'est terminée à la clôture. Pour rappel, je ne m'intéresse qu'aux clôtures, c'est-à-dire donc à 1h du matin. Le marché global crypto, 1099 milliards de dollars. On est passé sous la barre des 1100 milliards de dollars quand même. Donc je vous ai rajouté ici deux variations. Celle par rapport à la journée du 10 juin. Donc on a gagné 0,05%. Mais celle par rapport à la journée du 9 juin. C'est pour ça que je voulais rajouter. Comme ça, vous avez vraiment ce qui s'est passé entre deux Kaiser News. On a perdu 4% quasiment. C'est énorme pour le marché global crypto. Le Bitcoin, lui, a perdu 2,19%. Donc on voit bien que le Bitcoin a mieux performé que le marché crypto en général. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément la dominance en a pris un coup. Comme on peut le voir ici au niveau du canal légèrement baissé dans lequel on oscille depuis maintenant presque 2 ans. On est sorti de ce canal par le haut. On pensait le réintégrer et là, paf, on est reparti vers le haut depuis l'attaque de la SEC. Forcément, ça augmente, mais pas pour les bonnes raisons. On aurait pu penser qu'à capitaux constants côté altcoin, alors il y avait plus de capitaux côté Bitcoin et du coup la dominance allait remonter. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'on a eu moins de capitaux sur le Bitcoin et qu'on en a eu encore moins sur les altcoins. Et donc forcément, la dominance augmente. Grosso modo, si on prend une métaphore, on a une crypto qui s'est pris un coup de poignard, l'autre qui s'est pris un coup de roquette. Entre les deux, c'est celle qui s'est pris un coup de poignard qui a meilleure mine. Vous en conviendrez. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que le Bitcoin a meilleure mine, même si c'est pris une claque. Donc c'est sa dominance qui va augmenter. Voilà ce qui se passe. C'est vrai que côté altcoin, on a vraiment eu un retour de flamme sur ce week-end, ça faut pas le nier. Mais on verra tout à l'heure que, encore une fois, je vois plein de messages alarmistes, c'est la fin du monde et tout ça. On verra tout à l'heure que tout ça, un, il ne faut pas être alarmiste, deux, ça ouvre des perspectives. Mais je pense qu'il y en a qui le savent parce que, vous voyez, on n'est pas tout à fait dans la peur, on est encore dans la normalité, dans le neutre, alors que je peux vous dire que ça barde. On n'est pas encore dans l'extrême peur, ni dans la peur. Alors peut-être que nous allons y aller. Peut-être que demain, on commencera à être dans la peur parce qu'effectivement, là, on a un niveau qui est assez important. Mais pour le moment, les investisseurs restent quand même assez résilients. Tout comme d'ailleurs les courbes, le Bitcoin, etc. Mais ça, on va le voir après. Donc, côté Fear and Greed, on est à 47, pas d'évolution par rapport à hier. Et sur l'évolution de cet index sur les 200 derniers jours, on reste toujours dans notre gros range, entre quasiment vers les 50, plus ou moins 5. Mais voilà, grosso modo, c'est ça qui se passe. Pour le moment, on n'a pas décroché dans un sens comme dans l'autre. Voilà, je continue. Donc nous sommes le lundi. Le lundi, vous vous rappelez, c'est la saison crypto, c'est ce graphe. Comment fonctionne ce graphique? Je prends les 50 premiers altcoins. Sur ces 50 premiers altcoins, je regarde combien performe plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours. Si on a plus de 75%, alors on est dans une altcoin season. Si on a moins de 25%, on est dans une Bitcoin saison. Là, on est à 10%. Ça veut dire qu'on est dans une Bitcoin saison et 10%, c'est très peu. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, avant on avait 4% et là c'est encore pire le marché aujourd'hui. Pour répondre à cette question, en fait, il faut savoir que ce graphe-là résonne uniquement par rapport à quel altcoin performe plus que le Bitcoin. Si un altcoin sous-performe le Bitcoin de 1% ou de 30%, ça rendra exactement la même chose. Il sous-performera le Bitcoin. Donc on n'a pas la notion de combien en pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la raison pour laquelle là on a 10, peut-être parce que effectivement ces derniers jours, le liquid staking a très bien fonctionné et donc il y a pas mal d'altcoins du top 50 qui font référence au liquid staking, qui ont mieux performé que le Bitcoin et donc on a notre indicateur qui est légèrement monté. Quoi qu'il arrive, il est toujours très bas et je ne suis pas d'accord avec ce que je peux lire à droite ou à gauche où ça pourra plus remonter. Pour moi, c'est vraiment mécanique. On oscille depuis le début, depuis même avant 2018. Il n'y a aucune raison qu'on ne remonte pas. C'est juste une question de timing. Aujourd'hui, là, avec l'attaque de la SEC, forcément, il va se passer des choses. Mais comme on va le voir, il va se passer des choses et c'est très bien que ça se passe maintenant. Encore une fois, on n'a pas de régulation aux États-Unis. On est dans le flou depuis super longtemps. Il faut qu'il y ait un cadre juridique qui soit établi. Et enfin, il y a eu un premier pas de fait, la SEC qui attaque. Parfait.
Ça va donc latéraliser, 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 parce que forcément le Bitcoin performera. Et puis à l'issue de certains procès ou autres, ou une fois qu'on aura des règles claires, alors il y aura des modifications au niveau des projets, et forcément ça remontera pour que les altcoins puissent à nouveau briller. C'est peut-être pas facile à comprendre, mais c'est comme ça que ça se passera. Les entreprises n'ont pas le choix de toute façon, elles vont s'adapter quoi qu'il arrive. Donc à part d'interdire complètement au marché des États-Unis les cryptos, mais dans ces cas-là, c'est la Chine et l'Europe qui reprendra le lead, et ça je pense pas que ça tiendra longtemps. C'est comme ça que ça se passera. Donc je vous propose de continuer maintenant avec l'analyse graphique. Donc côté graphique, notre niveau ici, là, des 26 780 n'a pas pu être tenu, donc on est passé en dessous, malheureusement. On a retouché notre niveau des 25 300, qui est quand même un niveau qui est très solide. Hein. Une fois, deux fois, trois fois on l'a touché. Là on remonte, on latéralise un petit peu, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de force. Donc expectative, qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement le calendrier économique qui va être extrêmement chargé cette semaine. Je pense qu'on ne va pas avoir de grandes fluctuations maintenant avant les dates clés par rapport à l'inflation et à l'augmentation des taux. Ça va être des vrais catalyseurs et ça pourrait repartir à la baisse si jamais les chiffres ne sont pas bons, ou au contraire, on pourrait repartir à la hausse si les chiffres sont bons, tout en sachant qu'ici on a une Teikan qui forme à plat, et donc ça c'est pas mal, on pourrait en profiter pour la franchir. Par contre après on a la Kijun, ça c'est beaucoup plus compliqué, mais au moins la Teikan quand elle baisse pas, parce que quand elle baisse là ça emmène des prix avec elle, mais quand elle forme à plat on peut la franchir. C'est ce qui s'est passé pas mal de fois dans le passé, vous voyez, dès que ça forme à plat ici on peut travailler la Teikan. Par contre dès qu'elle baisse, et ben on voit que les prix baissent tout de suite en même temps. Donc il faut vraiment attendre que la Teikan se calme. Et là c'est le cas, donc on pourrait peut-être essayer de revenir dessus. Bon, à voir après les prochains niveaux si jamais on part à la baisse. Donc on a notre 25 300 qui tient beaucoup. Le 24 350 également, hein, c'est le plat de ce nuage. Et puis après on a évidemment notre Kijun hebdomadaire. Nous verrons ça cette semaine bien évidemment. Et puis à la hausse, on a déjà la Kijun qu'il faut franchir. Les 26 780, il faudrait les refranchir parce que c'est un support qui avait très bien tenu. Et puis après il faudra franchir ce nuage. Et c'est jamais simple de franchir les nuages. Côté Ethereum, du coup, effectivement, notre niveau ici, là, des 1796 n'a malheureusement pas tenu. On l'a franchi par le bas. Du coup, le niveau des 1752 a bien retenu la lagging span ici, là, vous voyez, la lagging span est venue heurter ce niveau-là, qui est le bas de notre nuage daily, donc ça c'est très bien. Par contre, on commence à franchir le nuage daily, ça c'est pas bon. Effectivement, parce qu'on a les prix qui ont franchi le nuage daily, les prix qui ont franchi la Kijun daily, la lagging span qui a franchi le nuage daily et la lagging span qui a franchi la Kijun daily. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement à court terme, nous sommes en baisse sur l'Ethereum, et une vraie baisse hein, attendue. Donc il ne faut pas que la lagging span franchisse ce nuage daily, il faut absolument rattraper ce niveau-là. Donc c'est pour ça que moi je m'intéresse qu'aux clôtures. Il est tout à fait probable qu'à 1h du matin on remonte dans le nuage, donc j'attends de voir. Il y a une grosse bataille qui est en train de se dérouler sur ce niveau-là, il faut vraiment le tenir, ça serait vraiment bien. Après, encore une fois, comme sur le Bitcoin, il va y avoir des catalyseurs énormes cette semaine qui vont quoi qu'il arrive faire fluctuer le cours. Donc j'ai envie de vous dire que cette situation-là est éphémère. Donc espérons que ce soit des bonnes nouvelles. Si c'est des bonnes nouvelles, on va réintégrer le nuage, ça c'est quasiment une évidence. Si c'est une mauvaise nouvelle, dans ces cas-là, côté Bitcoin, on a encore un petit peu de temps. Par contre, côté Ethereum, effectivement, on va être obligé d'aller visiter des niveaux qui sont plus bas. Le 1709 réagit bien par rapport à la lagging span, pourrait freiner l'hémorragie pour essayer après de récupérer les niveaux perdus. Sinon, on a notre niveau de Kijun hebdomadaire. Mais quoi qu'il arrive, encore une fois, ça va dépendre du calendrier économique, parce que qu'est-ce qu'on a? On a le CPI, l'inflation qui va venir demain à 14h30. Donc là, faites très attention aux volatilités à prévoir. Ne faites pas de trading, pas de levier, etc. Attendez de voir comment ça fluctue, parce que là, à mon avis, il y aura de la volatilité. Et puis évidemment, le 14, c'est ici à 20h, Fed Interest Rate Decision. Ça va être extrêmement important. Est-ce que la Fed va encore augmenter ses taux directeurs? C'est toute la question. Donc volatilité à prévoir à 14h30 demain et à 20h mercredi. Et puis donc dans l'actualité en ce moment, on a la SEC qui a attaqué Binance et Coinbase. Toute la question est qu'est-ce qui est securities, qu'est-ce qui est commodities. Je vous laisse aller voir sur internet pour la différence entre ces deux notions, parce que tout est... Mais en fait, il n'y a pas de règles, c'est hyper flou. Est-ce qu'on va dans la crypto uniquement pour de la spéculation, comme les actions, etc. Dans ces cas-là, effectivement, ça pourrait être des securities. Est-ce qu'on investit plutôt dans une technologie, dans des tokens utilitaires? Donc là, ça pourrait être plutôt considéré comme des commodities. Est-ce que c'est pas finalement un peu un mix des deux? Ça, franchement, on ne sait pas. On ne sait pas, et la loi n'est pas adaptée, elle date de 1946. Donc franchement, je préfère attendre. Là, il y a eu des cryptos qui ont été considérés comme des securities par rapport à la SEC. Donc je préfère attendre pourquoi elle les considère comme des securities, et après on verra bien comment faire. Mais je pense qu'elle doit se baser sur cette loi-là. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que s'il y a une crypto qui est considérée comme une securities, ça veut dire que du coup, l'entreprise qui a émis les tokens n'avait pas le droit d'exercer sur le sol des États-Unis. Et donc, outre le fait que cette société ne pourra plus exercer sur le sol des États-Unis,
rétroactivement, elle va être responsable. Ça veut dire qu'elle pourra avoir des amendes et tout ça. Donc c'est extrêmement compliqué comme situation, vous voyez. Mais encore une fois, au-delà de tout ça, de tout ce brouhaha, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un an à peu près, peut-être un an et quelques mois avant le début du prochain bull run, parce que pour moi, ça ne change absolument rien à notre plan. Mais pas du tout, au contraire même, ça le renforce. Encore une fois, nous avons pendant un an, ça doit fluctuer, latéraliser, il n'y a pas vraiment de direction claire. CF, le Rainbow BTC. Et donc pendant ce temps-là, ce qui est vraiment top, c'est que la SEC là a donné le coup de départ de la fameuse régulation aux États-Unis des cryptos. Nous en Europe, on a avancé dessus. En Chine, bon, je pense qu'ils sont en train de travailler sur le sujet en sous-marin. Par contre, aux États-Unis, pour le moment, c'est net, ils veulent pas. Et donc, aujourd'hui, grâce à la SEC, on voit qu'il y a des voix qui commencent au Congrès, etc., à s'élever pour dire, attendez, là, toutes nos sociétés, elles vont partir, on va être complètement les dindons de la farce. En Chine et en Europe, ils vont récupérer tout le marché. Les cryptos, c'est un marché qui augmente, on va plus rien avoir. Donc il faut absolument faire quelque chose. Donc ça commence un peu même à se fighter au sein des États-Unis, vous voyez. Donc pour le moment, la SEC maintient son cap, mais au moins ce qui est bien, elle a attaqué Binance et Coinbase. Donc derrière, il va y avoir réplique, forcément. Coinbase et Binance ne sont pas d'accord, donc eux aussi, ils vont attaquer la SEC. Tout ça pour avoir quoi au final? Eh bien, pour qu'il y ait une décision de justice, il faut bien que la justice se base sur quelque chose, sur les torts de chacun. Et donc qui dit tort, dit règle. Et à partir d'un moment donné, parce que c'est pas la SEC qui fait la loi, hein, c'est la justice américaine qui va édicter et rédiger ses propres lois sur le sujet. Et comme il n'y a pas de loi, il y a tout à faire. Et donc, à mon avis, ce procès sera justement l'occasion de faire un cadre législatif qui est clair. Et à partir du moment où on aura des règles claires et un cadre législatif clair, alors dans ces cas-là, les sociétés, même si c'est contraignant, elles pourront s'adapter et donc prospérer. Et à partir de là, on pourra donc avoir enfin des investisseurs institutionnels qui investissent dans le monde de la crypto. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est le point de départ à une certaine consolidation avant un bull run. Parce que forcément, à un moment donné, quand tout sera clarifié, ça va dépoter. Donc pour moi, c'est très positif tout ça. Alors c'est vrai qu'on regarde avec la loupe sur le court terme, on se dit, oh là c'est le carnage, ça baisse, oh, tout ce que j'ai acheté, je suis foutu, oh là là, je mets la clé sous la porte, je vais tout revendre à perte, j'arrête les cryptos, etc. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. On se dit, ok, là ça chahute, je mets tout de côté, j'attends de voir ce qui se passe. Mais quand on verra qu'il y a des règles claires qui commencent à se définir, etc., alors on verra où mettre le poids du corps. Si jamais il faut changer nos cryptos vers d'autres cryptos où on sent qu'elles seront beaucoup plus prospères que d'autres, on le fera. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Donc ça sert à rien d'essayer de faire des... On doit mouiller, je vais faire ci, ça. On n'en sait rien en fait. Donc on garde nos tokens qu'on a achetés pas trop cher, on fait fructifier notre bague, on suit un petit peu l'actualité et on attend. Tout simplement. Et surtout, ne suivez pas les gens qui disent ça y est, c'est les soldes, il faut tout acheter, etc. Pas du tout, ça peut descendre même plus bas. Qu'est-ce que vous allez acheter maintenant? On n'en sait rien là. Pour le moment, on regarde, on est en spectateur, on regarde les cours, c'est tout ce qu'on fait. Et c'est pareil, ne revendez pas tout. Si vous revendez tout, vous êtes en perte sèche. Imaginez que finalement la justice dise ok, Ripple gagne, tout remonte d'un coup, vous avez tout revendu. Ah, vous faites quoi? Ah bah si j'avais su. Voilà. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que l'actualité est effectivement chargée, mais il n'y a pas eu tout péril à la d'humeur, et même si ça va plus bas, ça ira plus bas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. C'est vraiment pas grave, ça doit latéraliser. Et n'oubliez pas que côté Rainbow BTC, on n'était même pas dans le bas de l'arc-en-ciel. Hein. On est à la limite entre le bleu et le turquoise. Donc y a pas, c'est tout à fait logique, on reste dans notre plan. Allez, je continue maintenant avec le top 15. Sur le top 15, évidemment, hein, donc ça a pas mal retracé. Ce que je peux vous dire, c'est que XRP gagne 1%. Effectivement, côté procès, il y a eu des choses assez positives pour le XRP, notamment le fait qu'il pouvait utiliser ce qu'avait dit l'ancien patron de la SEC, qui était assez, voilà, assez intéressant et propice aux cryptos et qui pouvait permettre d'apporter des éclaircissements sur les règles à adopter pour la régulation. Donc ça, c'est très très bien. Donc là, les avocats de Ripple ont gagné quelque chose de très important par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que ça a pris 1%. Pour le reste, Cardano a perdu 2%, Dogecoin aussi. Le Tron a gagné 1%. Le Tron, dis donc, hein, il monte bien, il est maintenant 10e. Bravo à lui. Solana a perdu une place, moins 2%. Polygon a repris une place, je suis content, j'aime bien Polygon, moi aussi. Plus 3%, d'ailleurs, je pense que c'est lui qui a fait la meilleure perf. Le Lycon a perdu une place, j'aime beaucoup aussi le Lycon. Polkadot ne change pas, et Binance USD, le vétéran, toujours là en snipe. Voilà, impeccable. Écoutez, je vais continuer avec le reste. C'est parti, les cryptos qui ont le mieux performé maintenant. Je vais essayer d'aller vite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc rang 1 à 250, CyberArborg a pris 12%. Ça, c'est un système de monitoring de blockchain en temps réel. J'en ai déjà parlé. Just qui a pris 4%. Ça, c'est une plateforme DeFi sur Tron. Donc Tron, c'est une blockchain quand même, je trouve qu'elle évolue très très bien. Bitcoin Gold qui a pris 4%. C'est un fork du Bitcoin qui a eu lieu en 2017 et qui permet notamment de miner du Bitcoin via des GPU.
Ensuite, sur les 48 dernières heures, c'est Cyber Arbor qui remporte la palme avec 23% d'augmentation quand même. EuroTether qui n'a pas évolué, mais EuroTether, ça c'est intéressant. On n'a pas que l'USD à côté Tether, hein. On a d'autres devises, hein. On a le Yuan, l'euro, l'USD. Et donc l'EuroTether, beaucoup de volume en plus. Donc c'est important de le signaler également. Peut-être qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un bag en euros, hein, ça c'est tout à fait possible. Et puis le Bitcoin Gold, ça j'en ai parlé. Le Cyber Arbor, c'est lui sur les 7 derniers jours qui a pris 62%. EuroTether et Stasis Euro, qui est un euro tokenisé via la plateforme Stasis. Donc on voit que l'euro commence à prendre de l'ampleur par rapport à l'USD, donc ça c'est toujours intéressant de le voir. Je continue maintenant avec les tokens Orange de capitalisation 251 à 800. Donc on a Tetadrop qui a pris 30%. Ça c'est pas mal, c'est une plateforme NFT qui a été mise en ligne par Theta Network, qui est une plateforme de divertissement. Donc ça propose des NFT de divertissement, entre autres, qui fonctionnent via les enchères. Et ils ont pas mal de stars, hein, notamment Katy Perry qui a rejoint Tetadrop. Donc ça fait pas mal de buzz. Ensuite, on a Strike qui a pris 15%, qui est une plateforme de pré-emprunt sur Ethereum. Et puis on a Down Protocol qui a pris 6%, la fameuse plateforme de e-gaming, j'en ai déjà parlé. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Tetadrop, j'en ai parlé. Komodo, tiens, qui a pris 4%. Ça, c'est la fameuse plateforme qui est à la fois Proof of Stake et Proof of Work, et qui met à disposition des DA pour marque blanche. Donc ça, c'est vrai que ça marche pas mal. Et puis on a Strike, ça j'en ai déjà parlé. On a Viot qui a pris 43% sur les 7 derniers jours quand même, hein. Ça a été développé en partenariat avec IBM, c'est de l'intelligence artificielle. Et ça permet de proposer finalement des assistants dans pas mal de domaines, hein, le côté juridique, marketing et autres. C'est des assistants virtuels pour nous seconder. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Viot, hein, 43%. Ensuite, on a Adventure Gold qui a pris 17%, qui est notre fameux jeu décentralisé, vous savez, avec des énigmes, d'aventures, etc. Et puis, on a Mux Protocol qui, lui, a pris 9%, qui est une plateforme DeFi sur la BSC avec du trading, du staking, etc. Je continue maintenant avec les tokens rouges, celles de petite capitalisation, 801 à 2000. On a NMKR qui a pris 60%. J'en ai déjà parlé vendredi de celle-ci, hein. Ça permet la création d'une marketplace NFT sur son site sans code. Ensuite, on a le Swiftcoin. J'en ai parlé également. J'ai dit qu'il avait un bon potentiel. Celui-ci, c'est comme Jumper ou Squid. C'est vraiment un DEX qui est multi-chain, cross-blockchain, etc. qui a pris 40%. Et CardStack qui a pris 6%. Ça, c'est vraiment axé sur les cartes de visite, les cartes de paiement, les cartes de fidélité, les cartes cadeaux, etc. Ça permet déjà de... Donc déjà, ça propose un protocole de paiement. Et en plus, ça permet de créer ses propres cartes. Donc voilà, c'est une idée qui est très bonne aussi, hein, 6%. Donc sur les 48 dernières heures, NMKR, j'en ai parlé. Beware, tiens, qui a pris 29%. Beware, ça c'est de l'infra, ça propose des outils qui permettent de créer très rapidement des applications sur la blockchain. Et puis on a un Omi Protocol qui a pris 18%. Ça c'est une blockchain de layer 1 qui est hyper interopérable, donc c'est du Cosmos SDK, donc compatible avec toutes les blockchains, même EVM, non EVM, etc. Et donc elle permet d'allier à la fois la DeFi et le Forex. Donc elle propose un staking de 44% et elle a été d'ailleurs nativement intégrée à Ledger. Je pense que c'est un peu ça aussi la raison de son pump. Rebit même, donc ça c'est notre fameux crapaud hypnotique qui a pris 249% quand même sur 7 jours. NMKR 45%, j'en ai parlé. Et Goshen qui a pris 8%. Donc ça, bon, c'est pareil. Comme on en voit maintenant beaucoup, c'est une blockchain de layer 1, compatible Web3, les proof of stake. Elle est rapide, peu coûteuse. Permet à peu près 1000 transactions à la seconde. Par contre, elle n'est pas beaucoup décentralisée. Je crois qu'il n'y a qu'une quinzaine de validateurs. Voilà, je continue maintenant avec les crypto tendances. Donc les cryptos qui sont le plus recherchés sur Internet sur la journée d'hier. C'est le PP, effectivement, qui a encore perdu 3%. Je pense que beaucoup de personnes en ont acheté et maintenant, elles ont loupé un peu le coche et elles essayent de le revendre. Donc, elles s'interrogent chaque jour sur le prix du PP. Sui également, qui est toujours extrêmement recherché, cette blockchain-là. Hein, pour rappel, blockchain innovante, faite par deux anciens de Meta avec des nouveautés, hein, comme par exemple la même pool en DAG ou alors un système de consensus innovant. Donc, elle, c'est pareil, elle est toujours très recherchée. Et puis, on a le Baby Dogecoin. Ça y est, la relève est assurée, hein, mais lui, on l'a déjà vu passer, celui-ci. D'ailleurs, il a pris 2%. Bon, bah, c'est la même chose que le Doge, hein, c'est un même coin, où on donne un peu d'argent aussi aux associations pour les animaux. Donc voilà, très bien, affaire à suivre. Et enfin, je termine donc avec nos fameuses cryptos à potentiel. Et donc, c'est justement sur cet écran que nous allons voir l'évolution de nos fameuses pre-sales. Ici, là, ce sont les cryptos qui reviennent le plus souvent dans les Kaiser News. On a Furucombo qui revient également, c'est vrai, souvent, qui permet, je vous le rappelle,
de faire de la DeFi, mais également d'utiliser des protocoles DeFi complexes pour créer ses propres stratégies DeFi par drag and drop, c'est pas mal fait. Vadcoin qui permet de miner rapidement du coin depuis son ordinateur, basique ou pas, peu importe. Donc c'est extrêmement décentralisé, c'est ça qui est vraiment bien. Le Marina, c'est du liquid staking sur Solana, je vous en ai souvent parlé. Le Flash Stake, ça c'est un protocole DeFi qui permet de bloquer ses fonds. Donc c'est sur Ethereum, Arbitrum et Optimist pendant un certain nombre de temps. Et plus on bloque le temps, plus on reçoit des récompenses. Vous savez ce que je pense, hein, ne bloquez pas vos fonds, surtout en cette période un peu compliquée. Moi, à votre place, j'éviterai, mais bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Ensuite, on a Wall Street Bet App. Ça, était pas mal, cette crypto. C'est une crypto qui est sur les jeux d'argent, les jeux en ligne. Forcément, tout ce qui est casino, etc., ça plaît beaucoup et ça a du sens dans le monde des cryptos. Donc celle-ci, elle a performé pas mal de fois. Et puis on a Validity également. Ça offre des services décentralisés pour tout ce qui est sécurité et transparence. Ça permet notamment de lutter contre les spams, les bots et autres. Voilà, maintenant donc j'en arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire nos fameuses pre-sales. Donc j'ai mis forcément à jour le tableau par rapport à la semaine dernière. Est-ce que l'actualité fluctue sur nos pre-sales? La réponse est oui. Alors je reviens sur le Love 18 ça c'est notre pre-sales de référence, celle où j'avais fait un gain x2, c'est-à-dire que j'avais mis 100 $, j'avais récupéré en gain 200 $, donc un total de 300 $ en tout à la fin de l'opération. Donc je pars de cette pre-sales là, j'analyse quelques métriques qui me semblent pertinentes et après je prends d'autres pre-sales et je regarde si elle fluctue, si elle se comporte à peu près comme cette pre-sales qui a bien fonctionné dans l'espoir de réitérer les gains. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc le high dodge, hein, depuis la semaine dernière, j'ai gagné 1% sur la communauté Telegram, donc légèrement plus qu'avant. Donc la semaine dernière j'avais gagné 13%, donc on voit quand même que ça ralentit. Sur les nombres de messages en 24 heures, j'ai 25% de messages en moins, 1616 messages en 24 heures sur Telegram. En même temps, les pre-sales sont terminés, donc on attend juste maintenant que le token soit claimable et puis après échangeable sur les places de marché. Donc forcément, il y a moins de hype hein, dans l'attente. Ensuite, côté Twitter, la communauté a augmenté de 1%, c'est pas mal, hein, 36 100, alors qu'elle n'avait pas augmenté la semaine dernière. Et la portée d'un tweet est de 19,4 000 personnes touchées pour un tweet. Ça a augmenté de 11%, alors que la semaine dernière, ça n'avait pas augmenté du tout. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un token utilitaire pour rappel, ça j'aime beaucoup, parce que ça veut dire que tous ne vont pas se débarrasser de leurs tokens. Et moi, mon objectif, c'est de me débarrasser de mes tokens. Et donc, je compte qu'il y en ait d'autres qui ne se débarrassent pas de leurs tokens. Comme ça, le prix ne va pas chuter brutalement et j'aurai le temps de les revendre. Hein. Pour rappel, c'est ça ma stratégie. Je ne garderai quasiment aucun token des pre-sales. Ensuite, la fin, donc ça y est. Donc on attend, c'est le 19 juin. Hein. On attend le 19 juin hein, à 9h UTC, date à laquelle nous pourrons enfin réclamer nos tokens. Et après, nous verrons les communications pour voir où est-ce qu'on pourra les échanger. Il faudra être extrêmement rapide et disponible. Les fonds reçus, 15 millions de $, c'est énorme. Et le gain, j'espère faire la même chose que Love 8 Inu. Je continue avec Digitoad. Digitoad, communauté Telegram, a légèrement baissé 4% en moins, 12 700. Alors qu'avant, elle avait augmenté de 37%. Côté nombre de messages, on a diminué de 40%, 864 messages sur les 24 heures. Alors, on avait diminué de 25% sur iDodge et 35% sur Wall Street Mail. Donc, il y a quand même une baisse de l'activité. Ça, je pense que c'est dû également au climat morose, bien évidemment. Ensuite, on a quoi? La communauté Twitter, on a perdu 2% hein, dans la communauté Twitter. 17 000 personnes. On avait gagné 2% la semaine dernière. Ça reste un peu dans l'épaisseur du trait. Et la portée d'un tweet est de 3060 personnes. Pas de fluctuation par rapport à la semaine dernière. Alors que la semaine dernière, on avait fluctué de moins 59%. Donc c'est un peu mieux, on va dire. Pour le moment, on a récolté 4,78 millions de $. On en est à 76% de l'objectif. Donc ça avance, mais vraiment petit à petit. Ça fait quand même longtemps qu'elle est en cours, cette pre-sales, depuis le 8 mars. Donc je ne sais pas trop. C'est vrai que j'espère là gagner 0,5 fois ma mise. Ça veut dire que si je mets 100 $, je gagnerai 50 $. Donc au final, j'aurai 150 $. C'est ça que ça veut dire. Par contre, ce qui est bien, c'est que nous avons maintenant les exchanges qui ont été cités. C'est Bitmart pour l'exchange et Uniswap pour le DEX. C'est là où les tokens pourront être échangés. Donc évidemment, j'attends de pouvoir les claimer pour pouvoir les échanger derrière en totalité. Si vous voulez en prendre, je vous ai mis un lien Referral en description de la vidéo. Je vous invite à cliquer dessus. Pour vous, ça ne change rien, mais pour moi, ça me fera quelques petits tokens. Wall Street même, lui, par contre, c'est pareil. La communauté a augmenté de 48% sur Telegram, c'est très très bien. Le nombre de messages, moins 35% sur Telegram. Forcément, je considère que c'est par rapport à l'actualité, tout simplement. Côté Twitter, la communauté, 229 700, c'est énorme. Elle a encore pris 2%.
par rapport aux autres, on avait 36 100 et 17 000 personnes dans la communauté Twitter. Là, c'est énorme, mais c'est vrai que Wall Street même, c'est assez connu. Ensuite, la portée d'un tweet, c'est 40 200, et encore, il y en a à plus de 100 000, hein, mais j'ai pas trop voulu le mettre pour pas trop perturber quand même les stats. J'ai gardé quand même une moyenne, 53% en plus hein, par rapport à la semaine dernière, alors que la semaine dernière, on avait juste une augmentation de 3%. Pour le moment, je n'ai pas vraiment vu d'utilité, mais c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Donc après, le plaisir de collectionner aussi qui est là, ça c'est pas mal aussi. Elle a démarré le 27 mai, on en est déjà à 6,243 millions de dollars, ce qui est énorme, en augmentation de 51% depuis la semaine dernière. Bon, la semaine dernière, on était en augmentation de 309%, mais c'est normal, c'était le tout début, il y avait la grosse hype qui était là. Donc on en est à 20% hein, sur l'objectif, donc ça avance quand même pas mal, parce que la semaine dernière, on en était à 14%. Donc l'espérance de gain pour le moment, je la situe toujours à 1. Je pense que la semaine prochaine, si ça continue bien, je la situerai à 1,2 puis 1,4. Je monterai comme ça progressivement. Wall Street Pen, donc j'y crois quand même beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a du potentiel dedans. Je vous ai mis également un lien en description de la vidéo, un lien referral. Même chose que pour Digitone. Hein. Si vous en prenez, passez par mon lien. Pour vous, ça ne change rien, mais pour moi, ça me fera quelques petits tokens. Ça fera toujours plaisir. Sinon, nous avons le Smart Dex. Lui, pour le moment, pas de changement. Il s'est très très bien maintenu pendant la période de dump. Ça, c'est vraiment cool. On attend tous la fin du mois pour qu'on puisse enfin jouer, farmer, etc. avec de l'Arbitrum ou du BSC ou du Polygon. Ensuite, on a Néon, donc ça, j'ai participé à la pré-sale, c'est bon. Arcway va bientôt arriver, je crois que c'est la semaine qui vient, de mémoire. Donc ça, il faudra se tenir prêt, si évidemment on est sélectionné. Pour le reste, je n'ai aucun sponsoring dans cette vidéo, ça vous le savez tout à fait. Hein. Ce n'est pas les sociétés qui m'appellent, c'est moi qui choisis les tokens que je vais vous présenter par rapport à mes recherches. Et enfin, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires à cette vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. Et effectivement, si vous ne le faites pas, mettez juste un petit smiley en commentaire. Ça m'aidera moi en tout cas à faire rayonner la chaîne et c'est quand même important, notamment qu'on ait une petite chaîne, c'est beaucoup plus difficile. Nous sommes lundi, je vous souhaite à tous une bonne reprise pour la semaine, je sais que c'est compliqué. On fait un rapide point mercredi et puis ensuite ce sera la vidéo du vendredi avec nos fameuses tendances. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. Bye bye!